Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous vous présentons le premier numéro de notre émission littéraire La Grande Bibliothèque. Une émission qui a pour objet d'interroger un auteur sur son livre, sur sa vie, sur les motifs qui l'ont amené à écrire. Des amis feront des témoignages sur l'auteur et esquisseront un portrait. Les personnes qui ont contribué à la publication de son ouvrage pourront réagir. Nous ferons une présentation de l'auteur, des différentes facettes de sa vie professionnelle, de ses hobbies. Pour ce premier numéro, nous avons invité Mariam Darwish. Mariam Darwish, qui n'est plus à présenter. Journaliste au Kalam avec sa célèbre rubrique chronique d'ici et d'ailleurs. Elle anime aussi une émission radio sur Kassataya, web radio créée par des Mauritaniens de la diaspora en France. Plume prolifique, Mariam Darwish a tenu le pari, je dirais la gageure, de publier régulièrement sa chronique hebdomadaire au Kalam depuis 1995. Autant dire un exploit quand on considère le style incisif, expansif, exubérant, le ton franc, direct. Pour une femme mauritanienne, il faut du courage pour hausser le ton, donner de la voix, crier, écrire, s'exprimer en public. Le carcan d'une société encore et toujours gouvernée par les stéréotypes classiques de l'image classique de la femme pudique et attelée à l'homme, père, frère ou époux, confine celle-ci à son rôle de mère, de sœur et d'épouse morganatique. En écrivant, en haussant le ton, Mariam Darwish a osé. Esprit brillant et éclairé, elle s'est forgé son style propre par l'œuvre stricto sensu, c'est-à-dire par l'ouvrage. C'est à force d'écrire qu'elle s'est faite un nom, le sien. Le temps aidant, elle s'est fait un renom qui ne nuit pas au nom. Mariam Darwish a un style bien à elle, une écriture claire, qui va droit au but, sans fioriture, qui va à l'essentiel, droit au cœur. Les détours ne sont faits que pour animer le voyage, car la route, longue, moyenne ou brève, piste, sentier ou simple allée, a son charme, sa particularité, son ambiance aussi. Ainsi en est-il de ses textes, poésie ou prose. Des textes où les mots, les images, les sonorités, les silences et les sautes d'humeur, avec ou sans paratexte, titrés ou pas, ornés de 1000 parures, ou simplement laconiques avec leurs images, leurs sonorités, un kaléidoscope à la fois miroir d'une vérité inaltérée et un prisme d'un rêve pur et insaisissable. Mariam Darwish, merci. C'est moi qui vous remercie. Parlez-nous de votre chronique d'ici et d'ailleurs. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Alors ça remonte à loin. Ça remonte à très très loin. Je pense que on va même peut-être dire les temps préhistoriques de la presse en Mauritanie, au temps où il y a eu cette éclosion de la presse libre. Et je suis arrivée au Kalam grâce à Habiboul Mahfoud Yarahmou en 1994, pas en 1995. Ah, d'accord. Dans cette grande idée, cette magnifique idée qu'a été le Kalam, avec tous ces garçons et filles qui ont été, et femmes qui ont été autour, avec une seule idée, libérer la parole. C'était une autre période, un autre temps, comme on dirait la chanson Ceux qui en moins de 20 ans n'ont pas connu. Et un formidable pari sur l'avenir. Et voilà, un jour, Habib est venu me voir. Je le connaissais déjà
et m'avait vu écrire 2 ou 3 petites choses absolument peu importantes. Et il m'a dit, écoute, moi je te propose, tu rejoins l'équipe et tu nous ponds. Ça a été ces mots, tu nous ponds. Une chronique toutes les semaines. Tu as carte blanche. Et l'aventure a commencé comme ça. Et depuis maintenant, ça fait 20 ans. Je crois qu'il ne faut pas le dire quand on est une femme. Mais oui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que chaque semaine maintenant, je fais une chronique pour le Calam. Et qui reste mon journal de cœur. Et qui restera, je pense, je l'espère, jusqu'à la fin de mes jours, mon journal de cœur. Et le journal que je ne quitterai pas. Voilà. Et chronique d'ici et d'ailleurs parce qu'à ce moment-là, je faisais des allers-retours. J'étais étudiante en France, je revenais, je repartais, puis après avec ma vie conjugale, familiale. Voilà, donc d'ici et d'ailleurs, ça a été un peu les élucubrations de la Dervichette, comme dirait aujourd'hui mon rédacteur en chef, Ahmed Oulcher. C'est comme ça qu'on va appeler ça. D'accord. Et le titre, d'où vient-il? Parce que le titre, il s'est imposé d'office, ce titre. Je suis métisse. Je suis une fille d'ici, je suis une fille d'ailleurs, je suis le résultat d'un amour magnifique entre un homme et une femme que tout séparait dans les années 60. Mon père, Brahim Derouiche, et ma mère, Chantal Rafar. Et ça me paraissait logique, je suis ce mélange, je suis le résultat de cette rencontre improbable en 1962-63 ici en Mauritanie. Et voilà, je suis d'ici et je suis d'ailleurs, et je continue à être d'ici et d'ailleurs. Et c'est une façon de revendiquer mon métissage et mes deux appartenances. D'accord. Donc, autant dire, la chronique, c'était un peu vous. Mais un auteur, quel qu'il soit, qu'il écrive un article ou qu'il écrive une chronique ou autre, il y a toujours un peu de lui dans ses mots. Peut-être plus pour la chronique. La chronique, c'est libre. La chronique, j'ai l'habitude de dire, c'est une grande imposture parce que c'est très facile. On n'a pas besoin, pour faire un article, il faut qu'il y a des règles journalistiques, vous le savez très bien, vous êtes dans ce monde-là. La chronique, c'est nous. Celui qui dira que le chroniqueur n'a pas mis tout son cœur dans la chronique et qu'on ne devine pas le chroniqueur dans ce qu'il écrit, cette chronique, c'est moi. C'est ma façon de voir. Je ne savais pas trop comment aborder ça. J'ai abordé sous la forme de l'humour. J'écris, je parle de choses très sérieuses sous la forme de l'humour. Ceux qui me connaissent savent que cette chronique, c'est moi. Nous avons connu des chroniques judiciaires, des chroniques politiques, économiques, littéraires même, mais une chronique intimiste, jamais. Comment en êtes-vous venu à ce style, à ce format? Alors là, c'est la question à Dimi Louguia. Je me la pose moi-même. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais en fait, c'est ma Mauritanie. C'est pas la Mauritanie formelle, c'est pas la Mauritanie des discours politiques, c'est pas la Mauritanie des plans, des résultats. C'est la Mauritanie de tous les jours, celle que l'on voit quand on se promène dans la rue, quand on fréquente les gens, comment on vit. Et c'est ma façon à moi de ressortir cette Mauritanie. C'est ma Mauritanie. Ça plaît ou ça plaît pas, suivant comment. Je comprends que ça plaise pas, je comprends aussi qu'on l'aime beaucoup. Mais vous avez dit c'est la chronique de l'intime parce que c'est ma Mauritanie. Après, les gens en font ce qu'ils en veulent, mais c'est vraiment ma façon à moi, comment je l'aperçois et comment je la sens à travers mes yeux. Et le sujet, comment vous faites pour choisir le sujet? C'est facile, il suffit de prendre une voiture, de se promener, d'ouvrir ses yeux, d'écouter un peu, allumer la télévision, allumer les radios, parler avec les gens et puis automatiquement, nous sommes le peuple le plus joyeux du monde. Honnêtement, c'est vrai, nous sommes le peuple où il y a énormément d'humour, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai jamais vu autant d'humour. Et moi, je conduis et je vois tout de suite les choses. Et tout de suite, je me dis, hop, il y a 3 mots qui viennent. Et je vois, c'est... Il n'y a peut-être pas, d'explication rationnelle. Vous savez comment j'écris ma chronique? Quand je dis que je suis une grande imposture, mais honnêtement, je demande pardon à tous mes lecteurs de tous les week-ends. Mais vous savez comment j'écris ma chronique? Le lundi matin, j'ai mon rédacteur en chef, Ahmed Oulcher, qui à la limite du bouclage du journal, m'envoie un SMS en me disant ta chronique. Il n'y a pas ta chronique, s'il te plaît, ta chronique. Et à ce moment-là, j'ai toujours pas d'idée et j'ouvre mon ordinateur et je me mets devant mon ordinateur et je regarde mon ordinateur. C'est très long de regarder un ordinateur. On se regarde tous les deux. C'est très très long parfois. Et puis je n'ai pas d'idée et tout d'un coup, il y a 1 mot, 2 mots, 3 mots et en 10 minutes, c'est parti. Tout me revient à l'esprit et hop, c'est parti.
Et vous écrivez d'une traite. J'écris d'une traite, je ne corrige pas. Il y a des gens qui sont payés au calame pour faire ça, je les plains, de temps en temps, il y a quelques coquilles. Mais j'écris d'une traite et je lui envoie et je lui dis, tu vois, je suis à l'heure. C'est un peu spécial. Les gens pensent que pour écrire une chronique, je travaille beaucoup. Honnêtement, la chronique, c'est pour les paresseux comme moi. C'est d'une facilité enfantine. J'ai le meilleur rôle. Comptez-vous faire une halte, vous arrêter, prendre congé? Il y a deux choix. Si je dois arrêter un jour, il y a deux choix. Soit je suis rappelé à Dieu, ce qui est Une longue vie. après une longue vie, j'espère. Et ce qui est bon, je peux rien faire pour, même si j'ai pas trop envie, mais bon, je peux rien faire pour. Même si je négocie, je serai obligé de rester. Soit Ahmed Oucher me met à la porte, ce qui m'étonnerait fort. Donc je pense que vous allez me subir encore, au moins, Inch'Allah, encore 40 ans. Je vous le souhaite. Ne peut-on pas casser la plume avant la pipe? Quelle drôle de question. Ne peut-on pas casser la plume avant la pipe? Quel intérêt a-t-il à casser la plume avant la pipe? Il n'y aura aucun intérêt. Moi, le jour où je casserai ma pipe, je casserai ma plume. Donc je pense que ça sera les deux en même temps. Comment en êtes-vous venu à écrire? Et là, je parle de littérature. Alors là, c'est la question que tout le monde me pose. Vos tout débuts. Mes tout débuts. Un journal intime? Pas du tout. Je n'ai jamais écrit un journal intime. Par contre, des poèmes de jeunesse? Oui, voilà. Je pense que mes premiers souvenirs conscients, je peux dire que j'ai toujours écrit. J'ai toujours eu un stylo entre les mains. J'ai toujours écrit. Enfant, je faisais la poésie enfantine. Adolescente, j'ai écrit. J'ai toujours écrit dans des cahiers, écrit sur des feuilles. On a retrouvé des poèmes de moi, j'avais 7 ans. Des poèmes? Bon? Ah oui, des poèmes de moi, j'avais 7 ans. Des comptines? Non, c'est même pas des comptines, c'était même un peu dur. Je me rappelle, on m'a fait lire un poème sur une pomme qui est sur un manteau de cheminée et qui est en train de se dessécher et qui va mourir petit à petit. Donc, nature morte. Oui, voilà, c'est... J'ai toujours écrit. Ma mère disait que j'écrivais sur le livret de famille, j'écrivais sur les passeports, j'écrivais sur les murs, je savais pas écrire, ni lire ni écrire, mais je faisais avec un crayon, je faisais comme des phrases, des mots avec des espaces, bien en ligne, et je revenais à la ligne, j'imitais les adultes. J'ai toujours écrit. Il y a pas... Qui vous a inspiré, encouragé le plus? Ma famille. J'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui nous ont fait grandir dans les livres. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé, qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont offert des livres, qui parlaient beaucoup avec nous de tout. La parole était libre à la maison. J'ai eu la chance de connaître une dame fantastique, c'était Marie-Françoise de la Rosière. À ce moment-là, on l'appelait le Centre culturel français. Tout le monde a connu Marie-Françoise de la Rosière. Et qui m'a aidé, par exemple, dans la découverte de la littérature, ce qu'on va dire la littérature adulte, parce que j'étais en... De la Rosière, qui a créé un excellent livre sur les perles de Mauritanie. Tout à fait. Et qui a été directrice dans les années, la fin des années 70, début des années 80. Voilà, 70, 80, voilà, il y a longtemps. Qui m'a laissé accéder au rayon adulte, alors que je n'avais pas le droit. Et je crois que j'ai pris ma première claque littéraire, et je dis claque parce que ça a été une claque, quand j'ai mon premier prêt que j'ai fait dans le dos de mes parents, parce qu'ils croyaient que j'étais encore au rayon littérature jeune. Ça a été les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et ça reste un de mes souvenirs les plus forts. Ça m'a valu une punition d'1 semaine enfermée à la maison. Parce que mon père est tombé sur les Fleurs du Mal et il a estimé qu'à 11 ans, je n'avais pas à lire les Fleurs du Mal de Baudelaire. Dont certains poèmes avaient été interdits. Voilà. Ça, et un film qui m'a ouvert aussi le monde des mots et de la poésie, et toujours au Centre culturel français. À ce moment-là, on regardait les films dehors, on était assis dehors à l'extérieur, les films étaient projetés sur un mur. Et ça a été La Belle et la Bête de Cocteau, et ça a été je suis tombée dans la poésie. La Belle et la Bête de Cocteau et Jean Marais. Et il y a 2 souvenirs, Baudelaire et ce film-là.
Et ils resteront gravés. Ils m'ont montré qu'avec les mots, on pouvait tout faire. On pouvait aller jusqu'où on avait envie d'aller. La BD. Oui, la BD, si je vous dis, je pense à un ami Rahmo qui est mort il y a longtemps, Is No Good. C'était la BD de la maison. Et j'étais comme tous les petits-enfants de Nouakchott. J'ai commencé, mes premières BD, c'était, rappelez-vous, c'était Zambla. Zambla, on se battait pour Zambla. Zambla, on le trouvait dans la rue, mais c'était la guerre mondiale à la maison. Celui qui avait son Zambla ne prêtait pas son Zambla à l'autre. Donc, puis après, ça a été Is No Good. Pourquoi Is No Good? C'était, mais la BD, j'aime la BD. Il y a des BD turcs. Et le passage à la presse. Le passage à la presse, c'est l'implication dans le monde. L'implication dans le monde, je dis Habib qui dit je vois en toi quelqu'un qui sait écrire. Je lui ai dit Habib, je ne sais pas écrire. Il m'a dit je te dis que tu sais écrire. Et je crois que ma première chronique a été un truc mais misérable. Simplement parce que j'étais allé au seul et premier supermarché qu'il y avait à Nouakchott et qu'il y avait des yaourts qui étaient périmés. Et ma chronique a été sur ces yaourts périmés. Et de ces yaourts périmés, je remercie ce supermarché. Ces yaourts périmés, et 20 ans plus tard, m'ont tenu de continuer à écrire une chronique. C'était tout bête, hein. C'était vraiment une histoire de yaourts périmés sur lesquels on enlève les dates. Quelles contraintes vous imposez-vous quand vous écrivez votre chronique? Je refuse la diffamation. Je refuse de faire du mal gratuitement, c'est une grande mode ici. Chez certains, je refuse d'attaquer gratuitement juste pour attaquer. La vie des gens ne m'intéresse pas. Quand j'attaque, des fois j'égratigne. J'ai égratigné tous les présidents qui sont passés, ça fait partie du jeu. Ils nous donnent aussi des fois, voilà. Mais je n'attaque pas la vie des gens et je refuse de diffamer. Et, non. Critiquer les personnes pour ce qu'elles font et la fonction qu'elles ont et tous les politiques, que ce soit surtout les chefs d'État, que ce soit d'opposition ou de la majorité du moment ou actuelle, offrent des perles à des gens comme moi. Donc automatiquement on rebondit, c'est pas méchant, mais voilà. Mais je mets au défi quiconque de trouver qu'un jour j'ai attaqué personnellement quelqu'un. Les gens ne m'intéressent pas, ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils représentent et puis après l'impact que ça a sur nous. Bon, voilà, c'est juste ce que je refuse. Et dans quel cadre vous le faites? Dans votre chambre, dans votre bureau? Quand vous écrivez? Dans le salon. Dans le salon, parce que dans mon salon, tout se fait dans mon salon. Il y a 3 chats, un chien, un mari, 2 enfants, c'est tout un zoo dans un salon. Il y a une télévision allumée, ça rentre, ça sort, ça parle, ça discute. Et moi, je suis là en train d'essayer de faire des gestes et essayer d'écrire. C'est comme ça que ça se... J'ai pas d'ordinateur portable. J'ai un espèce d'ordinateur, c'est un vrai dinosaure. Quand je vois tous les jeunes là autour qui ont des tablettes, j'ai un ordinateur fixe. Un ordinateur fixe, on n'est pas souvent amis lui et moi parce que je ne comprends pas trop grand chose. Mais voilà, j'écris dans le salon entre la lessive, entre le repas du soir et entre maman, t'as pas vu ma chemise, maman, où est mon pantalon, maman, il n'y a plus de gâteau dans le placard, et puis voilà. Et Ahmed Oucher qui me dit ta chronique. Donc voilà, c'est la vie banale d'une femme au foyer qui écrit. Des fois, l'une n'entre pas dans l'autre, c'est-à-dire par omission, vous écrivez, vous reproduisez un appel ou quelque chose comme ça. Eh bien si, automatiquement. Quand j'ai envie d'étrangler mes fils, ça se ressent dans ma chronique. Comme mes fils sont très gentils, ma chronique, c'est normal, on appelle ça un transfert en psychologie, c'est absolument fantastique. Donc, mais il ne faut pas croire, il y a des fois où j'écris une chronique pour rien, à la fin je remercie les lecteurs de m'avoir suivi parce qu'en fait, je n'ai rien écrit. Je n'ai écrit que du vent parce qu'à ce moment-là, je n'avais rien. Tout à l'heure, en parlant de votre ordinateur, vous avez utilisé une image intéressante, c'est celle du regard de l'ordinateur que vous regardez et de vous qui le regardez. Ah, l'ordinateur est vivant. L'ordinateur, c'est quelque chose de vivant. De toute façon, on ne parle pas la même langue. Il me regarde, moi je le regarde, chacun se regarde. Ça peut durer très longtemps, cette histoire de se regarder tous les deux. De temps en temps, il se met tout noir. Il se met tout en noir. Quand moi je lui parle en français, il me répond en coréen. C'est souvent comme ça. On se comprend pas très bien.
Moi, je lui demande, cet ordinateur, c'est une machine. Donc, automatiquement, à un moment, je lui demande qu'il me laisse au moins ouvrir tel logiciel de traitement de texte. Je peux écrire, après, il fait ce qu'il veut. Mais l'ordinateur, c'est... Et pendant longtemps, j'ai écrit à la main. C'était plus facile. C'est, n'est-ce pas, un autre pendant de l'image classique de la page blanche? L'écran blanc ou noir. L'écran blanc, quand on... c'est aussi difficile quand on écrit à la main et qu'on est devant cette page blanche qui est comme un mur. Et là, on est là, et il y a un mot qui vient et ce mot ne veut rien dire et on n'arrive pas à enchaîner avec un deuxième mot, puis avec un troisième mot. Et pourtant, on sait qu'il y a des choses, il y a énormément de choses qui tournent dans la tête, ça bouillonne, et il n'y a rien. Et l'ordinateur, avec cette page de ce traitement de texte, et là, il m'est arrivé des fois d'avoir les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, des fois, je sors, j'éteins et je dis, il n'y a rien. La page blanche, c'est tous les écrivains connaissent ça, la page blanche, c'est... terrifiant. C'est terrifiant et en même temps, c'est nous. En même temps, c'est nous, parce que la page blanche, on la porte en nous. Il n'y a pas de page blanche, on a tout dans la tête. Tout est là, il suffit d'agencer, de prendre les mots, on les attrape. C'est la réalité, c'est ici, c'est maintenant, c'est voilà. tout de suite. En fait, la page blanche, c'est nous. Il n'y a pas de page blanche chez nous. Et c'est pour ça que c'est difficile à passer, parce que c'est nous-mêmes qui devons passer par-dessus nous-mêmes. C'est pas... un défi. Un défi. Très intéressant. Et justement, vous parliez tout à l'heure de votre façon d'écrire qui, de façon spontanée, vous ne savez pas quel sujet vous allez aborder et ça vient. Donc c'est une écriture qui est en train de se faire, incoative. Spontanée, une action qui est en train de se faire, un projet. C'est intéressant cette image. Et vous parlez de la page blanche, de l'écran blanc ou noir. Est-ce que ce n'est pas une activité, un pinceau, une tâche ardue à laquelle vous êtes contrainte? Ardue, oui. Contrainte, des fois, parce que je suis quelqu'un de préparé ça. Mais indispensable. Indispensable. Je ne me vois pas abandonner. C'est elle ou moi. En fait, c'est même pas elle ou moi. Indispensable côté matériel, côté argent, côté... Ah non, pas du tout. Si vous saviez, je n'émarge pas. C'est très très peu. Je n'écris pas pour un salaire. Je n'écris pas pour un salaire. J'écris parce que j'aime ça. Parce qu'il y a un plaisir, il y a une jouissance dans l'écriture. Il y a un plaisir intellectuel de voir que les mots sont là et que quand on met un mot, puis un deuxième mot, puis un troisième mot, et ben l'idée est en train de prendre forme. Et puis tout d'un coup, je suis contente, et je suis contente de moi parce que je me fais rire moi-même, et c'est parti. Non, il y a une énorme jouissance dans l'écriture. Ceux qui vous diront que écrire c'est difficile, c'est compliqué, ils pleurent des larmes de sang quand ils écrivent, c'est pas vrai. L'écriture c'est une jouissance. Donc ça répond à la question, pourquoi écrivez-vous? Parce que j'aime ça. Parce que moi, sans écriture, je suis rien. Sans la parole et sans l'écriture, je suis rien. Il y a des gens qui trouvent leur bonheur dans plein d'activités. Moi, je ne m'épanouis réellement, je ne parle réellement que par la parole. J'ai la parole facile, je suis bavarde, mais surtout par l'écriture. Je vais dire quelque chose, même peut-être au risque de choquer les gens. Sans écriture, je suis morte. S'il n'y avait pas eu les mots, je ne pense pas que ce soir je serais là avec vous. L'écriture m'a tenue dans la vie. J'écris donc je suis. J'écris donc je suis. Là, ça prend tout le sens. Écrivez-vous pour les mêmes motifs? Pourquoi écrivez-vous en ce qui concerne la presse et la littérature? Ou est-ce différent? C'est différent. C'est différent. Il y a des passerelles, mais c'est différent. Vous avez lu mon livre, le recueil qui est sorti. Ça ne ressemble pas aux chroniques. C'est pas du tout le même style. Les chroniques, c'est ma Mauritanie, c'est ma vision des choses, mon ressenti des choses. Et par contre, l'écriture en elle-même, c'est-à-dire ce qui est vraiment moi, ce qui me représente moi, la poésie ou les textes ou autres, là c'est moi. C'est moi, à 1000%. Il y a ceux qui cherchent autre chose derrière se trompent. C'est moi. Ce qui nous amène à l'autre question. Pour qui écrivez-vous?
Pour moi. Pour moi, parce que c'est une question qui est difficile. Pour moi. J'écris pour moi, j'écris parce que ça m'a sauvé la vie. J'écris parce que depuis l'enfance, j'ai eu besoin d'écrire pour tenir debout. Je sais que c'est très intime ce que je dis, mais l'écriture pour moi a vraiment été ce qui m'a tiré vers le haut. J'écris pour moi et une fois que c'est écrit, c'est fini. Cette écriture-là, ces mots-là, ces poèmes-là, ces textes-là ne m'appartiennent plus. Ils ont été écrits, ils partent. Ils m'ont aidé, ils me sauvent, ils me servent de thérapie, ils me servent quand je ne suis pas bien ou quand je suis bien. Catharsis. Voilà, tout à fait. Mais une fois qu'ils sont sortis de moi et qu'ils sont écrits, c'est fini. Après le papier avec la presse, vers le blog, le passage, comment s'est-il fait? Le passage, La découverte de l'Internet d'abord. Découverte de l'Internet. Quand, je ne sais même pas, je crois qu'il y a 3-4 ans. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai créé ce blog avec des amis, dont je ne dirai pas le nom. Ce blog est né à Nouakchott, dans un café, parce qu'il y avait la Wi-Fi, tout simplement. Un soir, et une idée de blog est venue comme ça, automatiquement anonyme. Il n'y a même pas eu de questionnement sur fallait-il mettre le nom ou pas. C'était un anonymat. Et comme ça, il est venu un soir. Ça a été une décision, voilà. Une décision soudaine. On va faire un blog. Dans ce blog, les poèmes que vous avez mis en ligne, les avez-vous écrits avant ou pour le blog? Pour le blog. Pour le blog. Tout ce qui est dans le blog, c'est quelque chose qui sort... parce que j'explique quelque chose. Je vais vous expliquer comment j'écrivais les chroniques. J'écris la poésie de la même façon. Il n'y a pas de travail. C'est-à-dire que... pas de plan préétabli. Il n'y a pas de plan préétabli. Je ne vais pas me lever le matin en disant, voilà, j'ai envie d'écrire, je vais écrire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. C'est un besoin, un moment, quelque chose fait que j'ai envie d'écrire. Je prends les mots sont là, j'écris, je finis, ça dure 4 minutes, 5 minutes, c'est mis sur le blog, fini. Et le nom du blog, d'où ça vient? Mille et un jeux, c'est mon côté métis, mon côté non seulement duel, parce que je suis duel en tant que métis, mais je suis pluriel parce que ma mère, par exemple, était elle-même métisse. Et je suis pluriel parce que j'ai l'impression d'être entre l'Occident, entre l'Afrique, toujours à cheval. Et c'est tous ces petits... Et ce jeu des femmes mauritaniennes, il n'y a pas une femme mauritanienne, il n'y a pas un jeu en Mauritanie. Chaque femme porte une... Excusez-moi. Chaque femme porte une identité et c'est ça, c'est mille et un jeux, mille et une identités. J'ai l'impression d'être toutes ces femmes-là en même temps. C'est un jeu de miroir. Un jeu de miroir. Du blog au livre. Le nom du blog, ce sera celui du livre, Mille et un jeux. Oui. Ce sont les mêmes poèmes? Ce sont les mêmes poèmes avec quelques vieux poèmes qui ont été rajoutés. Des poèmes qui datent de ma période étudiante, quelques-uns. Sinon, c'est vraiment les poèmes du blog et des textes, parce qu'il y avait un moment, j'ai écrit des textes aussi dans le blog. Question paratexte. Cela existe pour le blog, c'est-à-dire le titre, la date de parution, la signature. Et pour le livre, non. Comment se fait-il? Pour le livre, les poèmes, il n'y a pas de titre. Autre que celui de la partie. Oui. La partie je, tu, nous, il, elle et elle. Je, tu, nous, elle. Toujours avec ce jeu de miroir, de facettes, de multiples facettes. Mais les poèmes n'ont pas de titre individuel. Pourquoi? Et pas de date de publication? Non. Il n'y a pas. Il y a création. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Parce que pendant longtemps, j'ai écrit sans titre. Maintenant, je commence à écrire avec des titres. Pour plus de facilité. Après, pour reconnaître. Mais j'estimais pas utile qu'il y ait un titre. D'ailleurs, j'avais jamais vraiment bien réfléchi. C'est des lecteurs qui m'ont dit maintenant qu'il y avait des poèmes où il n'y avait pas de titre. Donc maintenant, je mets des titres pour. Oui, c'est un jeu. Vous demandiez, comme si vous demandiez au lecteur de trouver le titre. Tout à fait. Les lecteurs, moi, comme je l'ai dit, j'écris. Maintenant, une fois que c'est écrit, ça leur appartient. Donc c'est à eux après de
C'est eux qui décident d'en faire ce qu'ils en veulent. Ils veulent mettre un titre, ils mettent un titre. Ils veulent l'interpréter d'une certaine façon, ils l'interprètent d'une certaine façon. Voilà, après... mais je comprends parce que c'est... je pense qu'il faut des titres. Maintenant, il y aura un autre recueil. Il va y avoir un autre recueil, Inch'Allah. Et là, il y aura des titres. Votre plaidoyer en faveur des femmes mauritaniennes, de la femme mauritanienne. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il n'y a pas une femme mauritanienne. Il y a des milliers de femmes mauritaniennes. Il n'y a pas un modèle de femme, il n'y a pas un modèle de morale, il n'y a pas un modèle... On a tendance à penser, on dit souvent, en Mauritanie, les femmes sont aimées, les femmes sont respectées, il y a la poésie, on les chante, et en même temps, je crois que les gens ne se rendent pas compte, derrière cette apparence très lisse des femmes, derrière cette bonne éducation, derrière cette retenue, derrière cette pudeur, il y a énormément de non-dits, il y a énormément de souffrances, il y a énormément de choses qu'on ne dit pas parce que parce qu'il y a l'éducation, parce que c'est comme ça. La pudeur. La pudeur. Et je persiste et je signe, nous sommes dans une société qui n'entend pas ces femmes, qui chante ces femmes, qui les adule, qui en fait des poèmes, qui les aime, mais qui ne les entend pas. Et qui n'entend pas qu'est-ce qu'il y a dans chaque femme. Depuis l'enfance, depuis petite, on est élevé avec un seul but, on va se marier, on va avoir des enfants, on va être respectueuse, on va perpétuer les traditions, on va faire de nos enfants de bons enfants, de bons musulmans, de ceci. Personne ne demande à la femme et elle. En dehors du rôle d'être une future mère, une future femme, une future, je vais même aller plus loin, procréatrice, qui entend ce qu'elle a envie de dire. Et alors, il y a des nuances. Si on prend la femme chez les Hadpoulars, la femme chez les Soninké, la femme chez les Wolofs, la femme chez les Maures, il y a des nuances, il y a des endroits où être femme est plus difficile que d'autres. Si on rajoute en plus la souffrance physique, comme l'excision, comme la polygamie, comme tout ça. Mais je dis, qui entend les femmes, qui entend ce qu'elles disent quand elles ont été mariées, qu'elles ont fait le bon mariage, qui entend ce qu'elles disent quand elles ont fait le nombre d'enfants qu'il faut faire, qui entend ce qu'elles disent quand leur mari amène une coépouse, qui entend ce qu'elles disent quand leur mari a un premier, deuxième, troisième, quatrième bureau à côté, qui entend ce qu'elles disent quand on la viole et que le violeur est dehors, quand elle n'a pas de travail, quand elle est la marchande de mangue sur le bord de la route qui assume. On n'entend pas, il y a une souffrance des femmes que les femmes ne montrent pas et qui ressort d'une autre façon. J'ai dit aux hommes, s'il vous plaît, arrêtez de vous regarder, arrêtez de vous écouter, arrêtez de penser que nous sommes un modèle, écoutez-nous. Écoutez-nous, nous avons beaucoup de choses à dire, nous avons des choses à écrire, nous avons des choses à dire. En dehors des droits, parce qu'il y a les droits des femmes, le droit à l'éducation, le droit à la liberté économique, le droit à la liberté de choisir qui elle va épouser. Ça aussi, c'est un problème, on peut le dire. C'est très bien que chez nous, par exemple, le mariage, c'est un jeu d'alliance stratégique, il y a tout un tribu qui est là. Tu peux épouser tel, tu ne vas pas épouser un tel, et celui-là, et pas celui-là, et pourquoi, et la tante, et la grand-mère, et le tonton, et le grand-père, et on fait venir du village, et non, tu ne peux pas épouser ceci, tu ne peux pas faire comme ci, tu ne peux pas faire comme ça. Il faut arrêter de dire que notre société aime les femmes. Notre société n'aime pas les femmes. Notre société aime les femmes tant que les femmes restent à leur place. Tant que les femmes continuent à jouer leur rôle qu'on leur attribue. Jolie petite dinde avec un petit voile joli qui demande à son mari « Achète-moi des voiles, achète-moi ceci, achète-moi cela. » Une société qui garde ces femmes dans cette optique-là, je suis désolée, cette société n'aime pas les femmes et cette société n'entend pas les femmes. Et la preuve, il y a des femmes qui ont essayé de sortir de ce moule-là et il faut voir comment elles sont considérées. Elles sont en dehors de la société. Elles ont choisi quelque chose, elles sont en dehors de la société. Notre société, je le répète, n'aime pas les femmes. Notre société aime l'image. Elles sont réifiées. On les considère comme des déesses. Infantilisées. Elles sont infantilisées. Alors les Mauritaniens ont tendance à dire, vraiment nos femmes, c'est pas la peine. Elles sont dépensières, elles sont matérialistes, elles demandent des bijoux, elles demandent ceci, elles demandent cela. Et quand tu as épousé une femme, tu as la belle-mère derrière, et tu as la tante, et la cousine. J'ai dit aux hommes, vous avez les femmes que vous méritez. Vous avez les femmes que vous fabriquez pour vous. Ne venez pas reprocher à vos femmes ce qu'on leur a appris depuis l'enfance. Ne venez pas reprocher à vos femmes, c'est vous qui faites des femmes ça. C'est la reproduction des mêmes schèmes. C'est la reproduction des mêmes schèmes. Exactement. Antérieurs. Exactement. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices,
Nous reviendrons après une brève pause. C'est au tour de notre invité, M. Manuel Bengoechea, de nous rejoindre. Notre invité d'honneur. Merci. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Honneur, c'est un bien grand mot. Invité. Monsieur Manuel Bengoechea, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je vous remercie. Merci à vous. Pourquoi Mille et un jeux? Pourquoi Mille et un Le jeux recueil de Mariam Metederwish. Parce qu'un jour, je suis tombé sur le blog Mille et un jeux.blogspot.com. À quelle date? C'était il y a 3 ans. Et je découvre des poèmes publiés dans un blog, des poèmes d'une force, d'un lyrisme, d'un élan qui m'ont pas laissé indifférent, loin de là. Et je découvre des vrais textes littéraires au sein d'un blog qui est animé par 2 anonymes et à qui j'écris tout de suite en commentaire vos textes sont de toute beauté, il faut les sortir de l'internet pour les faire entrer dans le monde et que plus de gens y aient accès. Il faut donc le publier même sous couvert d'anonymat, pas de problème, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec ces textes. Voilà comment Mille et un jeux et un peu, enfin, le livre en tout cas Mille et un jeux est né. Vous savez bien, vous n'êtes pas sans savoir que l'Internet a des relations fluctueuses avec la réalité, le réel. Il dessert souvent le papier, et là c'est l'Internet qui sert le papier. Comment se fait-il? Alors on dit souvent, oui, ça y est, Internet, le livre est mort. La preuve que non, grâce à Internet, un livre est né. Donc pour le coup, là, ça dément complètement ces grandes prophéties qui naissent comme ça et puis qui meurent à peine écloses. Oui, Internet et le livre, c'est pas 2 choses opposées, c'est pas des ennemis, on le voit là justement, c'est complémentaire. La littérature, elle s'immisce partout comme les brins d'herbe qui naissent entre les pierres. Donc la littérature, elle est sur Internet, elle est dans la mémoire, elle est dans la bouche, elle est dans les livres. Et moi, je l'ai trouvé, en tout cas dans le blog de Mariam, je l'ai trouvé. Quelle parade y a-t-il ou y aurait-il à faire par rapport au plagiat si quelqu'un prenait, parce que ce n'est pas signé, anonyme. Si d'aventure quelqu'un avait copié cela et les avait collés quelque part et se les aurait appropriés, quelle parade juridique y a-t-il? Pas vraiment de parade juridique là pour le coup. Il n'y a pas de parade juridique, mais il y a une parade morale. Il suffit de faire une recherche Google entre 2 guillemets et on tombe sur le blog. Et on voit d'où viennent les textes. L'antériorité de la date. Exactement. Donc là, effectivement, après, il n'y a pas de... chronologiquement, on voit bien que le texte a été publié à ou même date. La source IP. Je pense pas que ce soit par adresse IP, mais plus par la date du poste. La date du poste. Intéressant. Donc c'est l'Internet qui a bien servi le livre. Là, pour le coup, oui, effectivement. Et comment l'idée vous est-elle venue de publier, de penser à la publication? C'était publiable? Alors, c'était du béton? Oui, mais oui, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la rencontre avec le blog, c'était une rencontre littéraire. C'est une rencontre de textes littéraires. Moi, je suis donc responsable du bureau du livre à l'Institut français, mais j'ai aussi écrit une thèse sur la littérature mauritanienne francophone. Et dans cette thèse, j'ai recensé l'ensemble des écrits littéraires, à vocation littéraire, produits par des Mauritaniens en français. Mon master a porté sur les Mauritanides de Habib Mahfouz. J'ai intégré dans un corpus littéraire des chroniques qui étaient considérées comme journalistiques, que moi je considérais comme littéraires. La littérature, elle ne s'arrête pas au roman, à la poésie, au théâtre. La littérature, elle est un peu plus loin que ça, elle est un peu plus diffuse. Elle peut se trouver là où on ne l'attend pas. Et dans un blog, dans une chronique, on la trouve aussi.
l'idée du L'idée du livre, c'est que à partir du blog, il y a de la poésie et il y avait un recueil un recueil en gestation. Vous posiez tout à l'heure la question sur il y a plus les dates de poste, il y a plus les signatures, il y a plus tout le Le paratexte, il y a paratexte. plus tout ça. Non, parce que là, on a composé un recueil de poésie. Il fallait débloguiser les textes. Il fallait en garder le cristal poétique. Et je suis une blogueuse qui écrit à mes blogueurs, c'est paratextuel, c'est accessoire. Dans le recueil, il fallait garder la substantifique moelle de l'écriture de Mariem. Et donc j'ai fait ce travail sur la composition avec Mariem pour composer un recueil. J'ai vu que sur le blog, il y avait des titres et non dans le recueil. Mhm. Est-ce l'arbre qui a été étêté, Non, c'est un choix en commun. décapé? C'est un choix en commun. On a composé le recueil autour de je, tu, elle et nous, autour de pronoms thématiques, autour de je parle, je te parle, je parle d'elle et je parle de nous. Puisque tous les textes, en gros, se rassemblaient autour de ces 4 grands axes, à partir d'une accroche que tu nous avais donnée, une amorce, hein, je, tu, elle, nous, le texte qui est en quatrième de couve. Et ça, de composer le recueil comme ça faisait plus une suite poétique autour d'une tonalité. Le je, suite poétique. Le tu, suite poétique. Où les textes avaient à voir les uns avec les autres. Où les textes sont plus Comme des séquences. comme des séquences d'un grand texte qui compose le chapitre. C'est un peu comme ça qu'on a pensé le recueil ensemble. Et comment l'idée vous est-elle venue de ne pas reproduire les titres dans le recueil? Justement, pour donner ce caractère organique au chapitre. Pour faire que chaque chapitre était comme d'un seul tenant. Ça rassemble et ça accroche les textes les uns avec les autres. Un peu à la manière, mais parce que c'est pour ça que j'ai sous-titré. Le titre donc serait une barrière, une limite, une muraille. Mais oui, parce qu'il isole le texte. Et dans l'idée de composer et d'assembler autour de ces 4 axes, ça a assemblé les textes entre eux, de sortir les titres. Ça les désisolait, ça les voilà. Et c'est pour ça qu'on a sous-titré aussi Poème et Notule. Ousmane Moussa Diagana est un peu derrière, un peu beaucoup, même derrière le terme Notule. Il a écrit Notule de rêve pour une symphonie amoureuse. Maïm Darwish est une grande lectrice de Ousmane Moussa Diagana. Qu'elle cite dans un poème à bien elle. sûr, dans le poème qui est traduit d'ailleurs aussi en arabe, arabe. à la fin du recueil. Et Ousmane Moussa Diagana a créé un genre poétique, la notule, qui est entre la chronique, qui est entre le poème, qui est entre la réflexion. Il y a un mélange de tonalités qui est particulier dans le genre de la notule. Et Mariem écrit aussi, à la suite de Ousmane Moussa Diagana, ce genre poétique, elle le pratique, la notule. L'oralité. Pas tant ça, plutôt un mélange entre le lyrique et l'argumentatif, entre la réflexion et la méditation. Vous voyez ? Entre l'essai et le poème, entre la pensée et le sentiment. Manuel, monsieur Manuel, parlez-nous un peu de votre travail à l'Institut français. Le bureau d'Ilo, qu'est-ce que c'est? C'est un espace, enfin c'est un petit service de l'Institut français qui organise des événements littéraires. Donc on a une saison qui dure de septembre à mai où chaque mois on organise une rencontre littéraire sur les littératures mauritaniennes, celles qui se disent, celles qui s'écrivent, celles qui se lisent. Donc on invite des auteurs autour d'une thématique. On parle d'un livre, d'un auteur, d'un mouvement, d'une langue, d'un genre littéraire. On a créé aussi un festival annuel de poésie l'année dernière, les paroles d'écrit, sur le nom des rencontres mensuelles, un festival auquel Mariem a été mise à l'honneur justement. Et on propose la prochaine édition en octobre, le 2e festival de poésie, paroles d'écrit. Merci Manuel. Mariem,
le recueil, Mille et un jeux, est subdivisé en 4 parties. Je, tu, elle, nous. Pourquoi? Alors là, Manuel je pense qu'il explique beaucoup mieux que moi. Parce qu'il y a d'abord moi en tant que femme. Je parle en mon nom, mon je, c'est moi qui parle. Il y a des poèmes où je m'adresse à l'autre, à tu, souvent à un homme, comme un miroir. C'est mon miroir. Donc Est-il un jeu altéré? Question piège. Question difficile. Il est mon miroir. De nous, des jeux associés, et de oui, vous, oui, tout à fait. Mais des jeux éclatés. Il est le jeu éclaté dans le nous. Dans le nous. Qui s'agrège ou qui se désagrège? Vous regardez les questions difficiles pour la fin à chaque fois, des questions très difficiles comme ça. C'est éclaté et en même temps ça s'agrège. Je pars de moi, je passe par un véhicule qui est le tu à l'autre, à l'homme, à qui je dis ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a une poésie amoureuse, il faut dire les choses, hein. Il y a une poésie amoureuse. De ce tu, on saute au elle, ce je, ce tu et ce nous, c'est elle. C'est elle au pluriel. Et je reviens à ce nous. À ce nous, parce que à ce nous, c'est aussi ce je, ce tu, ce elle, c'est... Donc vous faites le porte-voix des femmes, comme vous dites, sans voix. Je ne sais pas si je suis vraiment le porte-voix, mais comme j'ai dit dans mon recueil, j'ai la sensation physique de les porter. L'héros, le porte-étendard. Non, j'ai la sensation physique de les porter. Je les porte dans mon ventre. J'ai la sensation physique vraiment de les porter. J'aurais pas la prétention de dire que je suis leur porte-parole ni leur porte-étendard. Je ne suis pas habilitée pour ça. Il y a des femmes et des associations qui se travaillent très bien pour ça. Mais je ressens ça en moi. Donc Puis je suis une femme. Il y a des choses qu'on comprend entre femmes ici, qu'on devine entre femmes. À lire les livres, on sent une difficulté de différencier entre le poème et le texte, entre la prose et le poème et la poésie, parce que on a un problème avec, comme je disais, le paratexte. Il n'y a pas de début, de titre, et de fin. Il n'y a pas de fin. La date ou une sorte de tiré ou quelque chose comme ça. Et nous avons des difficultés à les différencier, les poèmes du texte. Est-ce qu'il y a un besoin de différencier? C'est comme est-ce qu'il y a un besoin de comprendre exactement, mot à mot, ce que je suis en train de dire. Comme a dit tout à l'heure M. Manuel au sujet de la chronique. Voilà. Qui à la fois... Voilà, c'est littéraire. Il n'y a pas de... Et en plus, vous avez vu, c'est des poèmes libres. Il n'y a pas de rimes. Je ne travaille pas avec des rimes. Je travaille avec des mots, je travaille avec des sentiments. Ce qui n'empêche pas une sonorité, des sonorités. C'est répétitif. Je me rends compte à la lecture que je suis dans la répétition, mais en fait, mes sentiments ont une couleur, mes sentiments ont une musique, c'est-à-dire qu'il y a la musique, et mes sentiments ont des mots. Et ces mots, ils sont là. Des fois, ils ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire. C'est juste, ben voilà, j'ai besoin de répéter. Et c'est juste ça. C'est difficile à expliquer. On va essayer de trouver le fil d'Ariane qui nous relie d'une partie à l'autre. 4 parties. La première sans titre, la première jeu, 13 poèmes. La deuxième, 15 poèmes. La troisième, 7 poèmes. Et la quatrième, 15 poèmes. L'impair, qui me fait penser à Paul Verlaine. Est-ce voulu? J'avoue que j'y ai pas pensé. Les 13 des 15, je découvre avec vous que tout est que des chiffres impairs. Il y a peut-être une symbolique, mais honnêtement, j'avoue que j'y ai pas pensé du tout. C'est vrai, on devrait se pencher. Manuel, il faudra que tu réfléchisses à la symbolique des chiffres impairs. Mais c'est vrai, j'y ai pas pensé du tout, je sais pas. Pourtant ma poésie est paire, ma poésie est féminine. C'est pour ça que c'est bizarre, vous êtes en train de dire tout est par chiffre impair, et ma poésie est tout le contraire d'être impair. Ma poésie elle est féminine, ma poésie elle est amoureuse, ma poésie elle est ronde, ma poésie elle est je vais dire des mots qu'on emploie rarement ici, elle est charnelle, elle a un corps, donc ce 13, ce 15, ce 7, ce 15, ils sont très vilains. Honnêtement, ils sont très vilains. Mariam, je vous remercie. Mariam,
Attendez. Il y a un petit mot sur les prochains les projets. Les prochains. D'accord. Mariam, un dernier mot. Vos projets littéraires. Projet littéraire, il y a un second recueil en gestation. Il est très bien avancé. Je suis prête d'accoucher bientôt. Je l'ai porté pendant quelques mois. Donc il y a ça qui arrive. Il y a un roman qui est en préparation. Il y a... ce recueil a ouvert les vannes et Manuel a... Vous a donné l'appétit. Complètement. Vous êtes vorace. Gourmande. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ce soir, les femmes nous vous remercions d'avoir suivi notre émission. Et nous remercions nos invités. Monsieur Manuel Bengoetcheya, responsable du bureau du livre à l'Institut français, et Madame Mariam Tedrouich, poète. Nous remercions, comme nous remercions également l'Auberge Gélois de nous avoir accueillis dans ce bel environnement et ce jardin.